Le dieu de la pluie, figure mythique des croyances des Chandia, est apparu sur Elbaf comme l'incarnation du cauchemar de Killingham. C'est un grand jour pour les amoureux du lore de One Piece, alors dans cette review nous allons voir comment et pourquoi l'apparition de Zaza, la divinité de la pluie, pourrait nous permettre d'encore mieux cerner qui seraient ses confrères, le dieu de la forêt et le dieu de la terre qui nous restent encore très mystérieux. Nous verrons également les secrets derrière l'interaction d'Imu et Loki, l'identité de Biblo ou même le foreshadow des nouveaux pouvoirs de Luffy. Alors yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette grande review marquant l'apparition d'un nouveau dieu sur Elbaf. La réact à ce chapitre est déjà disponible sur la chaîne secondaire, je vous invite à poser vos questions sur One Piece ici même en commentaire afin que j'en sélectionne quelques-unes pour y répondre dans une prochaine vidéo et surtout abonnez-vous plus que jamais les amis, nous sommes à seulement 800 abonnés des 400 000, c'est la dernière ligne droite. Si vous voulez me soutenir, c'est vraiment la chose la plus simple et plus symbolique à faire, je vous en remercie d'avance et maintenant je vous souhaite une excellente review de ce chapitre 1182 en ma compagnie. Ce chapitre est très long. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, donc pas de résumé, on attaque direct tous les sujets importants. Il commence là où le dernier s'est terminé, l'affrontement entre Imu, Loki et Ragnir, dont le fruit du démon est enfin révélé. Imu le reconnaît et révèle que Ragnir est bien un marteau animé par le Zoan mythique de l'écureuil des glaces, Ratatosk. Une confirmation sans en être une, c'était assez évident et simple à deviner. Par contre, Imu appelle de nouveau Nidog par son propre nom et ajoute un terme qui a son importance en le qualifiant de traître et qu'il n'aurait pas pensé le revoir un jour dans ce monde. Donc Nidog était bien un allié d'Imu par le passé, comme je le pensais, mais surtout, il a trahi. Le tout est de savoir si c'est l'animal, le dragon, qui a trahi Imu, vu qu'il s'adresse à lui, ou si c'est son ancien utilisateur, le dieu de la guerre s'étant battu autrefois contre Nika aux côtés de Ratatosk. Pire encore, et si Imu faisait référence de cette bataille précisément en parlant de traîtrise? Là, dans ce monde actuel, Nika, Nidog et Ratatosk font équipe, mais ce n'était pas le cas il y a plusieurs siècles, voire même plusieurs millénaires. Là où je voulais en venir, c'est que si Imu faisait référence à ce combat précis en parlant de traîtrise. En fait, si Imu était l'un des Nika d'autrefois. Alors on sait qu'il n'était pas celui de Joy Boy, mais s'il en était encore un plus vieux. Je vous dis ça alors que de base, je ne suis pas pour cette théorie, mais elle m'intéresse d'un seul coup. Imaginez qu'Imu était le Nika visible dans la légende contée par Yarul au chapitre 1175. Ça expliquerait pourquoi aujourd'hui il a des pouvoirs capables de donner forme à tout ce qu'il imagine, comme je vous l'ai longuement détaillé dans la dernière review, exactement comme Nika. Ça expliquerait pourquoi également il est lié au feu, comme l'est le soleil. Peut-être que Imu a consommé le fruit du démon tout en rêvant d'être son opposé, le dieu libérateur, et pendant des années, il a essayé de se faire passer comme tel avant que sa nature profondément mauvaise prenne le dessus et vienne à corrompre la blancheur éclatante du guerrier libérateur. Tout comme Ratatosk existait avant d'être un fruit du démon, Nidog existait avant d'être le fruit du dieu de la guerre d'autrefois et a été utilisé pour combattre Nika il y a des siècles et des siècles. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que ce Nika-là est en réalité Imu se prenant pour Nika. La suite va concerner les pouvoirs démontrés dans ce début de chapitre, notamment un venant de Loki, qui lui permet de réduire sa forme de Nidog. Et oui, il n'a pas besoin d'être un dragon de la taille du Nil tout le temps, il est capable de s'adapter. Je suis persuadé de vous l'avoir dit qu'il en serait capable dans l'une des dernières reviews, mais en tout cas c'est stratégiquement trop bien pensé, lui dont la taille venait à plus le gêner qu'autre chose. L'autre technique qui va nous faire un petit peu kiffer, c'est la frappe de l'éclipse d'Imu, déjà par le nom, Eclipse. Si vous avez raté cette vidéo, je vous ai sorti il y a plusieurs semaines un récap des news récentes qu'on a eu sur One Piece, et dans celle-ci, la révélation du nom du sabre de Chebek qui s'appelle justement Eclipse. C'est donc assez fou de se dire qu'un deuxième personnage est lié à cet événement astronomique visant à occulter le soleil pendant quelques instants. Vous aurez donc capté que c'est pas du hasard que l'ennemi de Nika, le soleil, utilise une telle capacité, et on peut déjà s'imaginer le scénario de la guerre finale qui se déroulera lors d'une éclipse solaire, peut-être provoquée par Imu ou par Barbe Noire, et que la défaite de ses antagonistes permettra le retour du soleil, la levée de l'aube. Il fallait se douter en tout cas que ce principe d'éclipse allait être introduit, et vous savez quoi? Finalement, l'anime spoil peut-être bien le manga, c'est littéralement une éclipse qui est montrée dans la présentation de la rêverie au même moment où Imu fait son apparition. Alors je passerai bien à autre chose, mais l'attaque d'Imu a une autre signification, car les katakana accompagnant les kanji de son attaque signifient Titimilt. Et c'est quoi ça, le Titimilt? C'est une nouvelle preuve parfaite que non, quand on fait des théories, on ne va pas trop loin dans les références des mythes et des légendes. Car les Titimites sont le nom donné aux démons stellaires dévoreuses d'humains qui apparaissent lors des éclipses solaires. Parfait timing donc. Mais plus précisément, ces créatures viennent de la mythologie aztèque, et leur reine n'est autre que Itzpapalot,
la papillon d'obsidienne, une déesse liée aux papillons, tout comme les Imu. Quel sacré hasard. Alors je vais pas vous faire un grand discours ou analyse sur ces créatures car j'ai juste à vous renvoyer sur l'une des premières théories de Nina postée il y a 8 ans qui explique toute la mythologie aztèque dans One Piece au point d'avoir littéralement mentionné les Titimin à cette époque. Ouais, on en est là. Donc la finalité de tout ça est que non, on va pas si loin que ça dans nos théories ou alors il faut critiquer Oda pour les mêmes raisons, mais ça n'aurait pas de sens. Quoi qu'il en soit, cette partie bien qu'assez courte était très intense en termes d'histoire je trouve et Imu m'a encore une fois donné cette sensation d'être à l'origine des fruits du démon tant il sait absolument tout d'eux, que ce soit la vraie nomination de Ragnir ou bien sûr l'histoire derrière Nidhogg et sa traîtrise qui n'a pas fini de m'intéresser. On passe au deuxième sujet qui sera assez court pour le coup, mais Sanji reprend du poil de la bête et retourne au combat contre Killingham. Ce dernier dit à Sanji que pour avoir résisté à l'attaque d'Imu n'est bel et bien pas qu'un humain ordinaire, merci Killingham on le savait, donc il retourne au combat mais tout comme Zoro qui sera également remis d'aplomb, et en parlant de plomb, il a récupéré les billes d'acier envoyées par Imu, prouvant bien encore une fois que Imu est capable de générer de la matière même et donc de la projeter à une vitesse absolument folle pour mettre KO Zoro pendant quelques temps. Les ailes du roi des pirates sont bien déterminées à sauver Elbaf, pas de soucis, et comme d'habitude nous avons affaire à leur volonté inébranlable, mais écoutez-moi bien, jamais je n'ai eu aussi peu confiance en eux. Voilà, là pour moi j'ai totalement l'impression que c'est voué à l'échec. Alors peut-être pas, hein, autant je me foire, mais si je dois être honnête dans mon sentiment, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas réussir. Pourtant je suis pas défaitiste avec les Mugiwara, hein. Enfin pas trop du moins, beaucoup moins qu'avant. Sauf que là le mood global du chapitre me laisse ressentir que il y a un malaise. Non, cette fois, ça ne passera peut-être pas. Surtout que les forces militaires d'Elbaf sont grandement affaiblies et à part Zoro, Sanji et le trio Luffy, Loki, Ragnir, personne ne pourra les aider. Gaban à la rigueur, mais bon, il a pris un coup le papy et il est vraiment dans le mal. Hein. En tout cas, et s'ils arrivent quand même à repousser le mal d'Elbaf, ça ne sera pas sans contrepartie. Et je ne parle pas des blessures comme celles causées aux géants, qui sont bien évidemment déjà de l'histoire ancienne, comme je vous l'avais dit lorsque c'est arrivé. C'était très stylé à voir, mais rien de dramatique. Chopper a déjà recousu les doigts de garde qui pourra les réutiliser dans quelques mois. On a fait bien pire en tant que drame et en tant que conséquence. Donc quitte à me répéter, je persiste quand même avec l'espoir que Elbaf se finisse un petit peu plus en catastrophe et qu'on puisse vraiment ne plus douter de la puissance du gouvernement une fois cet arc terminé. On passe maintenant à la bibliothèque du hibou. Les livres n'ont pas vraiment disparu, tout va bien, Biblo n'a trahi personne, il ne s'est même pas envolé avec eux, il a simplement déplacé les livres dans une petite pièce secrète. Par contre, on ne sait toujours pas comment il a fait. En fait, je persiste même à penser qu'il y a un petit truc bizarre. Pas négatif, juste bizarre. Le fait qu'on nous montre cette scène dans ce chapitre pendant que c'est la guerre absolue sur Elbaf, le décor beaucoup plus ancien et mystique que le reste de la bibliothèque, il y a un truc. Voilà, j'ai limite l'impression qu'on va nous dévoiler une autre page du Harley, comme dans le chapitre 1138. Combiné à ça, Zoro dit à Biblo, tu me parais très étrange. Lui aussi ressent un malaise. Toute cette réflexion n'est pas si bête, car de ce qui est dit, ils se trouvent tous dans un passage souterrain secret de la bibliothèque, n'est-ce pas? Or, les souterrains de pays dans One Piece sont souvent associés à un truc un petit peu antique. Le souterrain d'Alabasta menait au tombeau royal et donc au poneglyphe révélant Pluton. Le souterrain de Wano Kuni, justement, menait à Pluton, à un poneglyphe rouge, mais aussi à l'ancien Wano Kuni carrément. Et c'est pas le seul exemple du style, t'as la cité de Chandora qui était également cachée sous un nuage à Skypiea. Alors, je ne sais pas à quel point ça aura une pertinence là sur Elbaf, mais avec tous ces livres sur l'histoire du monde regroupés au même endroit, l'isolement de Robin, l'archéologue de l'équipage, ça donne une configuration relativement étrange. Voilà, un mood bizarre. Et j'en profite pour vous rappeler ma théorie préférée sur Biblo, puisque là on parle vraiment de son aspect aussi un petit peu étrange le concernant. J'aime imaginer que ce soit la forme Zoan ou la transformation d'un certain Lou Arnott que vous connaissez très bien. Le fait que Lou Arnott soit un explorateur, un écrivain, que Biblo soit justement le gardien de la bibliothèque, que ce hibou ait à côté de lui une chaise pour humain, alors que c'est un hibou et qu'il est perché sur une branche. Écoutez, moi ça me semble beaucoup, mais je vous laisse ma review du chapitre 1178 pour que vous découvriez l'intégralité de cette théorie, parce que je trouve qu'elle mérite vraiment le coup d'œil. Et on aurait peut-être affaire, sans le savoir, au légendaire Lou Arnott. Nous en venons donc au point principal de ce chapitre et même de cette review, car ça va donner lieu à une énorme partie, l'invocation et l'apparition du dieu de la pluie. Cette créature cauchemardesque est en réalité Zaza. Derrière ce nom qui fera pouffer de rire certains d'entre vous, se cache en réalité la déesse de la pluie. Exactement, oui, la même divinité mentionné par les Shandia lors du sacrifice de Moose dans le flashback de Norland 400 ans plus tôt. D'après Killingham, Zaza est un monstre aux yeux de ceux nés sur la Terre Sainte de Marie-Joise, donc Somers et lui compris, confirmant au passage qu'ils ne viennent pas du monde d'en bas. C'est un monstre car sur Marie-Joise il ne pleut jamais.
eux se trouvant au-dessus des nuages de pluie. Et le simple principe que l'eau puisse tomber du ciel les effraie. Alors comme Nika et le clan d'Eddie, dont on leur parle également, il existe ce monstre dans le monde inférieur qui fait pleuvoir la pluie sur les humains, on l'appelle Zaza, et elle apparaît lorsque se fait entendre le rythme des gouttes qui tombent. Zaza a un design assez atypique, de multiples bras comme l'Ashura de Zoro, un corps transparent rempli d'eau tel le serait un Logia, et surtout un cercle dans son dos, le même qu'Imu, mais sans les yeux qui sont remplacés par des sortes de gouttes. Voilà. Nous avons donc affaire à une catégorie bien à part de ce nuage, autrefois réservée aux Zoan, cette fois-ci peut-être réservée aux divinités. Quoi qu'il en soit, ses pouvoirs sont absolument monstrueux au point d'engloutir un village entier de géants, mais vous savez ce qui est vraiment le pire dans cette histoire, c'est que Summers lui-même craint le plan de Killingham. En fait, les deux le craignent, car même si ce n'est pas la véritable divinité, elle peut être terriblement difficile à contrôler. Ok, donc là on a quand même 2-3 trucs à dire, on va commencer par ce sujet précis, le contrôle du MMA. La crainte de Summers est des plus légitimes. Killingham connaît bien son pouvoir, mais semble quand même sous-estimer les capacités de son imagination. Pour rappel, les êtres qu'il crée sont issus des plus grandes peurs de ses victimes, ou de lui en l'occurrence. La particularité de cette capacité de ce pouvoir, c'est que plus la victime a conscience de la puissance du monstre qu'il effraie, plus la représentation de ce monstre sera puissante du coup. Par exemple, Gaban disait en one-shotant le MMA de Loki, que c'était une très bonne chose que les enfants ayant peur de lui n'aient pas conscience de sa vraie puissance, sinon Loki aurait été invincible. Là, le problème, c'est qu'ils ont parfaitement conscience des pouvoirs de Zaza. D'ailleurs, sa représentation est absolument parfaite, contrairement aux monstres des enfants un petit peu difformes. Donc, à tout moment, la propre création de Killingham pourrait échapper à son contrôle, et c'est ce que Summers insinuerait subtilement. Voilà, là par exemple, on peut totalement parler de foreshadow. Mais surtout, cette catastrophe incontrôlée pourrait ne pas avoir tant de répercussions sur eux finalement, car ils semblent parvenir à enlever les jeunes géants d'Elbaf. Je commence même à croire que oui, ils vont y arriver et accomplir une partie de cette mission. Donc le moment où Zaza sera incontrôlable coïncidera peut-être avec le moment où les Chevaliers Divins et Imu partiront d'Elbaf, laissant les protagonistes de l'île des géants devoir gérer cette calamité tout seul. Est-ce Nami qui la contrôlera, elle qui possède aussi les pouvoirs d'un dieu dénommé Zeus? Est-ce Brook avec sa manipulation des âmes qui pourrait peut-être avoir un impact sur ce monstre? Je vous laisse me faire vos propres théories. De mon côté, je vois quand même bien Luffy ou même Imu le faire. Oui, même Imu qui ne voudrait pas que les géants soient tous tués dans ce déluge, car il a toujours besoin d'eux. Ça me paraîtrait évident qu'il stoppe le pouvoir de son sbire. En parlant de Luffy, ça va? Ça vous gêne pas trop qu'on se fasse spoil sa prochaine forme? J'abuse peut-être un petit peu, ok, mais voici le topo. Les dieux comme Imu ou Zaza ont une nouvelle forme de nuage, loin des écharpes de fumée des Zoan éveillés classiques. Ne s'agirait-il pas d'un nouveau style que Luffy aura lors de son power-up final avec l'éveil de son fruit? Aurait-il lui aussi un cercle de fumée blanche prenant l'apparence du soleil dans le dos, tout comme le cercle de pluie de Zaza ou le cercle d'Omen de Imu? En me posant cette question, une autre m'est venue en tête. Ah mais attends, il faudrait peut-être voir à quoi ressemblait Nika sur la fresque. Eh ben en allant checker ça, j'ai remarqué ce que je n'avais jamais remarqué auparavant. Le nuage de fumée derrière Nika ne passe pas devant ses bras, non, il reste un petit peu en arrière. Ce qui veut dire que Luffy aura peut-être une autre évolution, une forme de Nika différente et complète comme celle sur la fresque. Et c'est pas con du tout, car la vérité est là, le Gear 5 a été introduit trop tôt. Pas trop tôt à l'échelle du manga évidemment, mais trop tôt à l'échelle de la saga finale. On sait bien qu'Oda rajoute toujours des power-ups, tout le temps, chaque fois que les protagonistes doivent évoluer pour vaincre leur adversaire. Bah là, si le Gear 5 ne bouge pas plus, ou qu'il se contente simplement de nouvelles techniques, de trucs comme ça, on va très vite s'ennuyer et demander de la nouveauté. Cette nouveauté prendrait effet non pas dans un Gear 6, mais dans une forme évoluée de son Gear 5, la forme originale du dieu soleil, avec son auréole, une apparence encore plus proche du Nika originel et une puissance amplifiée au possible. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a aussi le cas de Gunko, que je n'ai pas du tout mentionné, mais apparemment elle serait morte d'après Killingham. Alors j'en ai pas parlé dans cette review, je pensais pas le faire en vrai. J'en ai parlé dans la reaction live, si vous voulez aller la voir, allez-y, n'hésitez surtout pas. Mais non, je ne pense pas que Gunko soit morte. Imu n'avait pas l'air de vouloir la détruire, la tuer, mais plutôt de la libérer. Je ne sais pas exactement ce qu'a vu Killingham, mais je sais pas, va savoir s'il n'a pas vu Brook en train de la récupérer, et puis au loin il a vu un squelette, il s'est dit c'est bon, Gunko elle est morte. Alors que pas du tout. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas si je dois partir sur une confirmation de quelque chose, je dirais que non, Imu n'a pas tué Gunko et Gunko n'est pas morte. Voilà. En tout cas, il est maintenant l'heure de vraiment se pencher sur la divinité, véritablement
apparu aujourd'hui. Zaza est donc le nom de la déesse de la pluie, un nom qui peut paraître assez étonnant, mais qui a pourtant toute une véritable signification, tout un symbole qui va même nous aider à prévoir le nom des autres dieux. Vous n'êtes pas sans savoir que les onomatopées japonaises ont une place absolument importante au sein de cette langue, en particulier dans les mangas, représentant une part entière des dialogues non prononcés par les personnages. Ces onomatopées décrivent les bruits de tout ce qui peut être perçu ou non par l'homme, tels que les grognements, les explosions, ou plus subtilement le bruit du vent. Ces catégories ont divers noms et celle qui va nous intéresser se nomme Gyeongo, la catégorie des mots imitant les sons de choses inanimées. Car dans celle-ci se trouve le bruit de la pluie qui est, vous l'aurez sûrement deviné, référencé en tant que Zaza, soit notre déesse de la pluie révélée aujourd'hui. Alors on peut se dire que, bon, c'est un hasard, sauf que très honnêtement j'en doute puisque cette histoire d'onomatopée, tout ça, c'est déjà bien ancré dans One Piece depuis un bout de temps. Les fruits du démon sont pour certains nommés d'après l'onomatopée de leurs effets. Par exemple, le Goro Goro no Mi des nerfs, c'est précisément car Goro Goro est l'onomatopée du tonnerre. Pareil pour le Mera Mera no Mi ou même pour le Bara Bara no Mi de Buggy, onomatopée du son de quelque chose qui se fend. Donc vous voyez, ça date littéralement du deuxième fruit du démon introduit dans l'histoire, celui de Buggy, donc le tout début de One Piece. Mais tout n'est pas question de fruit du démon non plus, ou du moins pas vraiment. Du côté de Nika aussi, on y trouve ce principe car Nika est l'onomatopée du rire, ou du moins plus précisément celui du sourire, ce qui tombe bien pour le dieu libérateur qui ne cesse de rigoler. Bon, et les autres dieux alors? Eh bien, comme je vous le disais, grâce à ce principe, on peut commencer à se douter de leur nom, en particulier si Oda continue sur ce principe-là. Le bruit de la forêt a en réalité plusieurs onomatopées, dont Sawa Sawa, Zawa Zawa ou tout simplement Shin. Ces trois-là représentent le son d'une forêt calme, d'une forêt très dense ou d'une forêt absolument silencieuse, que ce soit dans le mouvement des arbres ou de son feuillage. Le dieu originel de la forêt pourrait en réalité s'appeler donc Sawa ou Zawa, en restant parfaitement dans la même logique que Zaza pour la déesse de la pluie ou que Nika pour le dieu du soleil. Vous aurez aussi remarqué que tous finissent par la lettre A, ce qui peut là encore être un point commun à toutes ces divinités et ce qui va nous aider à trouver le nom du dernier, le dieu de la terre. Pour le coup, nul besoin je pense d'en trouver un meilleur que le Gura Gura, l'onomatopée du sol qui tremble. C'est parfait, ça finit en A, mais surtout ça l'est encore plus quand Oda a littéralement repris cette onomatopée pour l'un des fruits du démon les plus légendaires de One Piece, le Gura Gura no Mi, le fruit du tremblement de terre, le pouvoir de détruire le monde. Très rassurant quand un truc pareil est entre les mains d'un fou comme Teach, ça doit être génial de faire des projets d'avenir dans l'univers de One Piece. On rigole, mais en vrai là on arrive au point essentiel de l'analyse des dieux de One Piece. Sont-ils déjà réapparus? Vont-ils réapparaître en tant que fruits du démon ou entité à part entière? On va voir ça ensemble et je vais aussi en profiter pour vous dévoiler une théorie qui devait sortir dans l'année. L'occasion est parfaite pour vous en parler maintenant. Pour vous résumer, le gouvernement serait à la recherche des fruits des anciens dieux, ces dieux ayant façonné le monde, autant capables de le créer et de le bénir que de le détruire. Ces dieux donnent la vie en étant la personnification des éléments primordiaux. Le dieu de la terre offre des sols et les ressources minérales, ce qui donne au dieu de la forêt tous les éléments pour développer sa faune et sa flore, tandis que le dieu de la pluie fait tomber les eaux qui fertilisent le monde, avec comme finalité le dieu soleil qui leur apporte son énergie. Ils sont la personnification des éléments primordiaux et l'origine même de la vie dans leur monde. Mais ils peuvent aussi faire tout l'inverse et mener le monde au chaos. La question que nous pouvons et devons nous poser actuellement est: est-ce que les dieux primordiaux sont des fruits du démon comme Nika ou des réincarnations comme les armes antiques? Pour ça, il faut qu'on établisse une liste de chacun de ces dieux avec tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on peut théoriser sur eux. On commence à nouveau par Zaza. Elle a aujourd'hui les pouvoirs qui résonnent le plus avec les révélations les plus récentes sur le cataclysme final de One Piece. Nous l'avons vu inonder un village géant sans aucune difficulté, rappelant alors la catastrophe sur le point de se dérouler dans le futur, le déluge, le monde noyé. C'est très probablement par les pouvoirs du dieu de la pluie que le monde sera englouti sous les océans, exactement comme ce fut le cas il y a 800 ans, menant Vegapunk à penser que c'est le résultat des armes antiques. Et ça donne un sens à quelque chose d'exceptionnel auquel nous nous sommes pourtant habitués. Le gouvernement vit sur Marie-Joise, localisé au sommet de Red Line, le plus haut et grand continent du monde. Là où on peut y voir une vraie symbolique autour de la position dominante, du caractère plus pur de l'air, ou de l'image de Dieu vivant dans les cieux, se cache en réalité une peur, la peur de finir comme le monde d'il y a 800 ans, au fond des océans. D'ailleurs, toujours la même différence
difficulté à savoir si on parle du futur ou du passé sur la fresque d'Elbaf. Mais une représentation d'une baleine sous la pluie y est bel et bien présente et laisserait peut-être présager que Zaza soit liée à cet animal si particulier. Est-elle capable de faire nager les monstres marins dans sa propre pluie, comme le représente un peu maladroitement la fresque? Pour l'instant, on reste dans de la théorie pure, mais vu que le Harley mentionne le dieu de la forêt et du soleil, il faut s'attendre à découvrir les deux autres dieux cachés quelque part. Mais alors sous quelle forme cette menace prendra-t-elle vie? Est-ce que Zaza reviendra en tant que déesse de la pluie ou est-ce quelqu'un qui l'incarnera comme Luffy et Nika? Tout en haut de la liste se trouve Monkey D. Dragon, l'homme que tout le monde, depuis l'apparition du dieu soleil, attribue à la divinité de la pluie. C'est un très bon choix, après tout il semble avoir cette capacité à faire tomber la pluie, que ce soit sur Locktown ou au royaume de Goa lors de l'incendie du Great Terminal. Zaza semble être l'une des principales peurs et menaces du gouvernement mondial, ce qui est exactement Dragon en étant leur ennemi direct en tant que chef des révolutionnaires. Mais il y a des choses à prendre en compte et qui moi me font dire que rien n'est encore terminé. Dragon change littéralement le climat, là où Zaza est la déesse de la pluie et pas du temps ou du ciel. Dragon peut invoquer des rafales de vent ou faire tomber la foudre, ce qui n'est plus exactement pareil que les pouvoirs de la divinité, d'ailleurs exclusivement composés d'eau. Nous verrons plus tard si elle utilise d'autres pouvoirs, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ensuite, il se peut que ce soit un pouvoir réservé aux personnages féminins, car s'il est question de fruit du démon et que le dieu de la pluie s'incarne dans le Ito Itonomi mythique modèle Zaza, comme Nika, alors celui qui consommera ce fruit aura dans sa forme Zoan les attributs de la déesse en question. Peut-être pas optimal pour Dragon du coup, ça reste un argument sans en être un. Oda a toujours adapté à son désir les différents designs qu'il a en tête et ça marche toujours assez bien. La preuve avec Bonnie qui peut se transformer en Nika qui normalement est une entité masculine. Enfin bref, on verra. C'est pas vraiment un argument comme je vous l'ai dit. Et globalement, tout ça, et à part que je vois mal le dieu de la pluie être le père du dieu du soleil, comme je le disais, Dragon reste un élément important dans la théorie qu'on ne peut pas ignorer, même si je le vois un petit peu autrement. Mais alors, qui serait son incarnation? Et c'est là tout le problème, puisqu'il y a de grandes chances que ce soit un fruit du démon. Que Zaza existe à travers quelqu'un comme Nika avec Luffy, en tout cas c'est le seul exemple concret qu'on a actuellement avec le dieu soleil. Je veux bien penser qu'à l'époque ce soit Lily qui fut la déesse de la pluie, tout simplement en liant son erreur d'avoir permis la répartition des poneglyphes au chapitre 818 où les anciens Kozoki sont montrés créant les poneglyphes entourés d'eau pendant que les stèles se dispersent dans une forme de brume. Aujourd'hui on imaginerait alors sans mal Vivi, que Imu voulait justement récupérer, qui pourrait être la future déesse de la pluie de notre époque. Je dois avouer préférer la théorie sur Dragon. Ouais, donc on n'est pas sorti du sable quoi. Ref à Alabasta, t'as capté? Je suis difficilement convaincu de ces approches. Et même si on agrandit ça à Nami par exemple, qui pourrait totalement incarner une forme de déesse de la pluie, non pas à travers un fruit du démon mais à travers un don, ça inclurait que les Mugiwara se composent du dieu du soleil, de la pluie et même de la forêt, si jamais Chopper l'est véritablement. GG Imu, tu as juste perdu, hein. Pourtant faudra bien développer l'histoire de Nami à un moment et également pourquoi elle est tant liée au climat. Bon, sans surprise, le côté Zaza est un petit peu difficile, surtout en ajoutant les contre-arguments. On va passer aux dieux suivants qui pour le coup sont beaucoup plus simples à mes yeux, étonnamment. Prenons le dieu de la terre qui est vraiment celui qui me semble le plus évident. On ne sait rien de lui, mais si le dieu de la pluie peut inonder le monde, le dieu de la terre pourra en toute logique influencer et contrôler son propre élément. Avec des tremblements de terre et le déplacement de pays et continents, cette divinité pourrait être à l'origine même de Redline, la montagne rouge qui n'est vraisemblablement pas naturelle, mais artificielle. C'est Nami au chapitre 604 qui nous fait la très grosse révélation que Redline est un enchevêtrement d'îles collées les unes aux autres avec des terres aux 4 saisons. Donc en plus de pouvoir finalement imaginer que Redline est le résultat d'une fusion de toutes les îles ayant existé par le passé grâce au pouvoir du dieu de la terre, on peut aussi en déduire que ce continent, comme elle le définit au chapitre 22, soit en fait les vestiges des anciens mondes. Ce qui, je réalise que maintenant, donne un sens totalement différent au mot du Harley, quand le dieu de la terre est mentionné dans le premier monde, le dieu de la terre se dressa, ou encore le dieu de la terre s'enragea. Si on suit ma théorie, alors Redline aurait pu être érigé à ce moment-là, à la fin du premier monde, pour séparer les humains et les océans. Et Joy Boy prit la mer plusieurs siècles plus tard afin de justement découvrir les origines des mystères de son propre monde en fait. Maintenant, tout comme le dieu de la pluie, posons la question simple mais difficile à la fois de qui aura le rôle de cette divinité dans l'histoire actuelle. Eh bien, j'ai commencé à vous le teaser plus tôt, toujours en suivant la logique des fruits du démon au pouvoir divin, alors le Gura Gura no Mi est actuellement l'option numéro 1 pour incarner les capacités du dieu de la terre. Il provoque des tremblements de terre et est l'un des seuls fruits connus comme ayant le pouvoir de détruire le monde, un pouvoir réservé aux dieux tels Nika, le destructeur ou Zaza et son déluge. Mais surtout, il a
été détenu par deux des plus grands et importants personnages de l'œuvre, Barbe Blanche et Barbe Noire. Alors Barbe Noire serait-il aujourd'hui le dieu de la terre et le Gura no Mi une forme de Zoan mythique? Même si j'ai un petit peu mal avec cette dernière suggestion, je reste quand même assez convaincu du fond de l'idée. Les tremblements forment les montagnes et peuvent détruire des villes. Teach a aujourd'hui tous ses pouvoirs entre ses mains. Et encore, en prenant le Harley en considération, ça me semble 1 million de fois plus intéressant. Puisqu'il est dit que le dieu de la terre s'est enragé avec son serpent des flammes infernales. Oui, mais ensemble, ils ont enveloppé le monde dans la mort et les ténèbres. Les ténèbres qui sont la particularité de Teach, tout comme l'ancien et premier dieu de la terre qui aurait également eu la capacité d'engloutir le monde dans les ténèbres. Et puis finalement, ça ferait aussi et surtout de Teach une forme de dieu à l'image de Luffy ou d'Imu, et je trouve ça à la fois important et parfaitement logique dans le développement qu'il aura pour la fin de One Piece. Pourquoi serait-il le seul à ne pas s'associer au pouvoir de divinité ancienne? Pour finir, venons-en au dieu de la forêt, et là j'ai deux gros problèmes. Sawa, Zawa ou même Mori, qui est le mot japonais pour forêt, quel que soit son nom et comme l'indique son titre, il doit avoir la capacité de contrôler la nature, la faune et la flore dans son intégralité. Il s'agit peut-être même d'une créature à part entière et non d'une divinité humanoïde, puisque à ce jour, plusieurs animaux se rapprochant de ce concept ont été introduits. Il y a évidemment Kashigami, le dieu serpent, mais aussi le dieu de la montagne de Wano Kuni, un sanglier, et puis il y a eu les chats des mers, des divinités pour le peuple d'Alabasta, ou encore les divinités du monde de Lego, de Rhodes, le chat, le lapin, le hérisson. Je suis persuadé que j'en zappe encore, mais globalement sur Terre actuellement, ce qui est très souvent considéré en tant que divinité se trouve être des animaux à l'allure exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, le dieu de la forêt serait le père de ces créatures, en quelque sorte, et c'est peut-être pour ça qu'on parle de ces démons dans le deuxième monde du Harley. Ce sont en fait les ancêtres des animaux divins d'aujourd'hui. Bref, qui est-il? Qui est le dieu de la forêt? Messieurs, dames, j'ai le malheur de vous annoncer que le seul candidat que je trouve absolument imbattable sur ce point-là, c'est Ryukugyu. Oui, je sais, Chopper vous a totalement convaincu dans cette idée depuis qu'il a réussi à exorciser les démons d'Imu. Je suis 100% d'accord, ça cache un truc. Voilà. Mais là, on parle de l'homme forêt, littéralement. Celui qui a redonné vie à Wano Kuni simplement en marchant à travers ces terres arides. Celui qui, en quelques heures seulement, a transformé une partie de Udon en forêt luxuriante au chapitre 1053 et qui est toujours visible dans la mini-aventure du chapitre 1133. Pardon, mais ce n'est pas ça le pouvoir d'un dieu de la forêt? Dites-moi, peut-être que je divague totalement, mais il rentre absolument dans tous les critères qu'on recherche. Pourquoi alors chercher plus loin? Moi je vais le dire pourquoi chercher plus loin, parce que c'est un amiral un petit peu random même. Non, c'est pas un random, il aura son développement comme tous les autres, machin, mais on a actuellement zéro attache avec lui et honnêtement, je vois pas pourquoi Oda aurait donné un rôle aussi important qu'une divinité à un soldat de la marine. J'ai pas du tout la logique. Tu vois. Donc là, en temps normal, j'aurais lâché la théorie. Mais non, je ne peux pas. C'est la forêt incarnée. C'est lui qu'on cherche. Si ça avait été un autre avec ce fruit du démon, je pense que tout le monde l'aurait 10 fois mieux accepté, et moi le premier. Donc pour quand même apporter un autre élément supplémentaire à cette théorie que j'ai depuis l'introduction du Boog sur Wano Kuni, il dit précisément au chapitre 1054 que la forêt est le berceau de la vie au même titre que la mer, la nature à l'état pur. Et son loga en est la parfaite expression. Je vois pas comment faire plus explicite. Oda a carrément précisé sa place dans le monde. Que ce fruit est littéralement l'un des berceaux de la vie. Maintenant, et si jamais il a bien les pouvoirs d'un dieu, il n'en a certainement pas la puissance. Difficulté sur Wano, sur Marie-Joise face aux révolutionnaires, on est loin d'une entité crainte et destructrice. Donc si jamais je donne vraiment un rôle à Ryukugyu, ça serait davantage la reforestation que la capacité à détruire le monde. Comme Nika, Zaza ou Gura. Ouais non mais Gura ça sonne vachement bien je trouve quand même. Bon je peux enfin vous expliquer quelque chose qui nécessitait avant tout ces explications sur les dieux, leur identité, leur pouvoir. Ce quelque chose ça concerne justement Wano Kuni. Avez-vous remarqué que tous les dieux du soleil, de la pluie, de la terre et de la forêt seraient théoriquement déjà apparus sur Wano Kuni. Nous savons que Wano Kuni a été englouti sous les eaux de la pluie après avoir été emprisonné dans une barrière de roche il y a des siècles et des siècles. C'est le père d'Oden qui nous l'a révélé en même temps qu'il a révélé l'existence de Pluton caché sous le pays. En réalité, ce sont les dieux eux-mêmes qui seraient à l'origine de la géographie de Wano. Le dieu de la terre aurait érigé une muraille en roche autour du Wano antique quand la déesse de la pluie l'a inondé de son pouvoir. Est-ce pour le bien de Wano ou pour son malheur ? Je ne sais pas. Mais ça pourrait expliquer les régions de Wano si différentes les unes des autres et au climat si atypique, elles auraient été créées par le dieu de la terre, tout comme Redline.
Les 2 autres divinités restantes seraient bien apparues ici également. Luffy a éveillé son fruit du démon en dévoilant Nika, le dieu du soleil, sur Onigashima, tandis que le Logia de la forêt a lui commencé à soigner ce pays aride touché par la pollution et la sécheresse. C'est beau, d'une certaine manière, la nature, le monde lui-même qui se personnifie pour apporter l'équilibre dont il a besoin. Et c'est justement là où le gouvernement commence à se sentir menacé, ainsi que la vraie utilité de ces divinités. Si tous ces pouvoirs divins prennent vie à travers les fruits du démon, alors le gouvernement aurait recherché pendant des siècles chacun d'eux afin de contrôler leur réapparition, le plus compliqué à capturer étant bien évidemment le Ito-Ito-no-Mi modèle Nika. Le gouvernement sait que ces dieux sont en mesure de détruire le monde, leur monde, pour mieux le reconstruire. Le dieu du soleil apportera la libération des esclaves, mais aussi l'aube sur le monde. Le dieu de la pluie apportera le déluge. Le dieu de la terre détruira Redline, sa précédente création, pour qu'il n'y ait plus de hiérarchie entre les hommes. Et le dieu de la forêt redonnera la vie dans ce monde meurtri par les catastrophes. Les paroles de Killingham confirment dans ce chapitre leur peur des divinités. Nika, le dieu de la pluie, peut-être même que ces dieux viennent du clan des Dits ou en sont à l'origine, peu importe, tout ce que le gouvernement craint, ce sont des choses menaçant leur propre équilibre. Et si ces pouvoirs viennent des fruits du démon, alors seul celui de la forêt a pu être sécurisé dans leur rang, les autres n'ont cessé d'échapper à leurs griffes. Eh, regardez-moi là, on va pas se cacher, hein. Dans cette longue théorie, il y a tout autant de points forts que de points faibles, mais c'est pas grave. On affinera ça avec les futures révélations et découvertes. Et vous alors, qu'est-ce qui vous a plu et déplu? La pluie, encore une fois une référence, faut que j'arrête. Que ce soit dans ce chapitre ou dans cette review. Êtes-vous hypé par la théorie de Louis Arnaud Biblo, par la nouvelle apparence de Luffy avec son gear final, ou par le fait que Ryukugyu soit un dieu? Pourquoi Oda a fait de lui la forêt? Je ne comprends pas. Le dieu de la forêt, ça peut être que lui. Bon, j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, car on arrive à la fin de cette review. Je vous invite à poser vos questions pour la possible vidéo de la semaine dernière. Bah non. Je vous invite à poser vos questions pour la possible vidéo de la semaine prochaine afin que je puisse vous sélectionner. Je vous invite à aller checker la réact de la chaîne secondaire sur ce même chapitre et bien sûr, plus que tout, abonnez-vous. Voilà, nous sommes dans la dernière ligne droite pour les 400 000 Nakama sur la chaîne. C'est le moment ou jamais. Merci à tous. Je vous souhaite désormais un bon week-end, les bros. Prenez soin de vous et de vos proches. Peace.